A l'air pas mal. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce congrès extraordinaire du SNICS FSU. On vous remercie de votre présence nombreuse. Les gens arrivent encore et on a pris quelques minutes de retard parce qu'on est encore en train d'interpeller le ministre de la Santé suite à une réponse qu'on vient d'obtenir. Voilà, donc on essaye de répondre à toutes nos obligations et de faire au mieux pour défendre notre profession. Donc aujourd'hui, on est réunis en congrès national extraordinaire en visioconférence à l'appel du SNIC. C'est un congrès qui a été décidé par notre Conseil national au mois d'avril dernier pour faire le point avec nos collègues sur plusieurs éléments qui nous impactent aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas et mes collègues aussi. Donc moi, c'est Safia Guerechi, je suis infirmière conseillère de santé en Bourgogne, dans Lyon, en zone rurale, sur des collèges en zone rurale. Et je suis donc de l'Académie de Dijon, je suis secrétaire générale du SNICS FSU depuis 2017 maintenant. Et je vais laisser mes deux collègues, on sera trois à animer principalement ce colloque aujourd'hui, on aura d'autres invités, mais je vais laisser aussi mes camarades se présenter. Donc, Mathilde Varette, donc je suis secrétaire générale adjointe du SNICS FSU et je travaille dans un collège de Paris, un petit collège. Violaine Mangin, secrétaire générale adjointe du SNICS FSU également. Moi, j'exerce en Bretagne dans un lycée hôtelier, voilà, depuis quelques années. Avec internat, effectivement. J'ai toujours été en internat. Donc voilà, le déroulé du congrès, on l'a mis sous cette forme-là, parce que l'idée de ce congrès, c'est déjà de nous réunir, de nous mobiliser. On verra pourquoi aujourd'hui c'est important qu'on se réunisse, qu'on se mobilise et qu'on parle, mais c'est aussi de vous rendre compte et de prendre le temps d'échanger sur ce qui se passe en ce moment, parce que vous l'avez vu, notre activité, elle est dense. Il y a plusieurs réformes qui nous impactent. On a eu la réforme du métier socle avec la refonte de la formation, la certification. On a aussi les assises de la santé scolaire qui ont été annoncées maintenant avant par Belloubet et qui ont repris avec Madame Borne aujourd'hui, et on est à quelques jours de certaines annonces. Mais on a aussi la décentralisation de l'État avec la loi Gatel qui a été votée cette année au Sénat, qui prévoit la départementalisation des personnels de santé en milieu scolaire et leur transfert aux collectivités territoriales. On a également, et du coup ça c'est l'actualité forte du moment, c'est la loi infirmière. Vous savez, ces annonces sur la grande loi infirmière qui ont été faites par le gouvernement, et cette loi infirmière qui a été lancée par deux députés. Donc c'est une proposition de loi infirmière lancée par deux députés, Nicole Debré-Chirac qui est une infirmière et Valletoux qui est l'ancien ministre de la Santé, qui est aujourd'hui député. Et cette proposition de loi, elle a été validée à l'Assemblée nationale et elle est en passage au Sénat et aujourd'hui. Et on verra ce qu'apporte cette loi aussi, et ce qu'apporte cette loi en termes de spécialité ou en termes d'IPA. On va essayer de clarifier ça avec vous et de voir la façon dont nous, ça peut impacter notre exercice à l'éducation nationale et avoir un impact sur la réforme. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Il y a aussi tous les enjeux du coup de ces réformes. Pour nous, ça va être d'aborder au mieux la reconnaissance et la défense de notre profession, de notre sens de recrutement à l'éducation nationale, avec toujours pour le SNICS une ligne rouge, une ligne de mire, c'est le service rendu aux élèves. Et on voit que dans ces discussions-là, et on le verra aussi au cours de la journée, des propositions sont faites qui peuvent revoir la hiérarchie entre les infirmières, mais aussi aborder certaines revalorisations et statuts. Donc l'idée, c'est de faire le point entre ce qui nous est proposé, ce que propose le SNICS, la position du SNICS, et bien sûr, cette journée, elle se veut active, c'est-à-dire que vous pouvez, alors évidemment on est à 1000 connectés, et on a lancé pour les gens qui ne sont pas inscrites, on a lancé un Facebook Live, comme ça d'autres collègues, y compris depuis leur infirmerie, peuvent y participer ou s'informer de nos échanges ou de notre actualité. Donc voilà, on ne peut pas intervenir toutes à la fois sur tous les sujets, mais on essaye de vous faire des présentations assez synthétiques qui permettent ensuite de répondre aux questions que vous posez
dans le chat. On abordera évidemment la hiérarchie et les différents enjeux. Pour nous accompagner dans cette journée... Ah oui, juste, attends, avant. Pardon. Voilà. La question aussi du choix de cette journée, pourquoi est-ce que notre Conseil national a choisi le 5 mai pour nous réunir? C'est parce qu'aujourd'hui, au Sénat, sera votée exactement ce soir la PPL, donc la proposition de loi d'initiative parlementaire de la profession d'infirmière. Donc la séance publique se tiendra ce soir. D'ailleurs, vous pourrez y accéder, y avoir accès via Internet. Et à 14h30, il y aura l'examen des motions et des amendements en séance par la Commission des affaires sociales. Une commission qui devra étudier les amendements qui ont été redéposés et soutenus par 137 sénateurs qui permettront, on l'espère, en tout cas on crase les droits très fort et c'est pour ça qu'on réinterpelle encore à l'heure actuelle le ministre de la Santé et celle de l'Éducation nationale, mais aussi tous les parlementaires, les sénateurs et notamment le groupe de droite du Sénat. Ils étudieront un amendement qu'a déposé le SNICS et qu'a fait déposer le SNICS à différents sénateurs sur la spécialité infirmière éducation nationale, la reconnaissance de notre spécialité infirmière enfin. Et, il y a des chances que cet amendement passe. En tout cas, on met toutes nos chances de nos côtés. Et le fait de se réunir aujourd'hui en masse, ça nous permet de peser auprès des élus pour qu'ils voient que derrière les revendications qu'on porte, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des attentes fortes. Ce n'est pas non plus sans intérêt qu'on s'est réunis aussi le 5 mai, quelle que soit la destination et le vote de cette loi. C'est que demain se tiendra au CSA ministériel, un comité social d'administration au ministère, qui va aborder la question des agents techniques des filières sociales et de santé. Et on sera présent, le SNIC sera présent, puisque c'est par le biais de la délégation FSU, une infirmière participe à ces discussions. Et donc, je serai personnellement présente au CSA ministériel demain. Et on interpellera la ministre sur la nécessité de reconnaissance des infirmières de l'éducation nationale et d'ambition par rapport aux assises de la santé scolaire. Donc, les assises de la santé scolaire aussi, le nombre qui nous réunit aujourd'hui permet aussi de peser dans les débats, et ce sera le point d'une présentation un peu plus large, sur les propositions qui nous ont été faites il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, pour lesquelles on vous a déjà écrit, mais on rentrera plus dans les détails avec une présentation plus élaborée sur les propositions qui seront faites, puisque la ministre de l'Éducation nationale fera des premières annonces aux organisations syndicales le 7 mai, où elle présentera ce qu'elle a acté des propositions qui ont été faites et ce qui se mettra en œuvre et ce qui fera l'objet d'autres discussions. Et des annonces plus officielles avec la réunion de toutes les infirmières conseillères techniques, mais aussi des médecins conseillers techniques, infirmiers, assistants de service social, psychologues et des recteurs et secrétaires généraux qui seront réunis le 14 mai pour le lancement de ces assises officielles, enfin de cette réforme de la santé scolaire, avec les annonces vraiment officielles de la ministre. Donc on voit que sur un temps très court, on a besoin, nous, de peser et dans les débats et de se positionner, de s'affirmer, parce que c'est vrai que Madame Borne, les risques sont grands puisqu'elle a annoncé réarmer la médecine scolaire et on verra dans la journée pourquoi est-ce que nous, on aimerait réarmer la santé à l'école plus globalement et non pas uniquement la médecine scolaire. Pour nous accompagner tout au long de cette journée, parce que nous, on vous écrit régulièrement par le voie du BBL, par des mails OSTIS, vous participez aussi à nos réunions et vous avez aussi pour la plupart d'entre vous nos circulaires. On a différents intervenants qui viendront un petit peu alimenter et éclairer nos débats. On accueillera Edmond Pora ce matin à 10h, qui est le secrétaire
général adjoint du syndicat des personnels de direction, donc des chefs d'établissement de la FSU. Il est l'auteur d'un article que vous avez dû lire dans le Café Pédagogie qui résume bien et qui prend un recul et un point de vue de personnel de direction et de chef d'établissement sur les assises. Ce sera, je pense, intéressant d'entendre son point de vue. Vers un petit peu avant midi, on aura l'intervention de Caroline Chauvet, qui est la nouvelle secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire, donc la FSU, notre fédération, à laquelle on s'inscrit, et qui viendra, elle, un petit peu éclairer le débat sur le complexe global dans lequel s'inscrit cette réforme. On aura aussi cet après-midi la chance d'avoir Sophie Vénétité qui interviendra. Donc, c'est la secrétaire générale du SNES-FSU, qui est le premier syndicat des enseignants de l'éducation nationale, principalement enseignants second degré, mais qui s'adressera à nous en tant que personnel enseignant et qui un petit peu reconceptualisera aussi, elle, l'intérêt et les attendus de cette réforme et le soutien apporté aux enseignants aux revendications des infirmières. Et pour celles qui le connaissent déjà et qui ont déjà participé à au précédent webinaire qui était sur la consultation infirmière, on aura également la chance d'avoir à nouveau un intervenant, et je sais qu'il avait été fortement apprécié, on lui a demandé de revenir éclairer nos débats. C'est Grégory Combe, qui est juriste, qui est expert en droit de la santé et en politique de santé, qui est l'ancien directeur adjoint de l'Ordre. Il a été juriste également pour l'Ordre et qui est expert à l'Institut Sapiens et qui nous a accompagnés, vous le souvenez, il s'était engagé lors du précédent colloque à intervenir et à soutenir le SNICS dans ses positions et revendications. Il a tenu son engagement et il sera avec nous aujourd'hui pour continuer à faire évoluer notre profession. Et nous aurons aussi Gilberte Hu, qui est la présidente du collège infirmier français, qui est le collège qui réunit une vingtaine d'organisations infirmières représentatives et qui est également présidente de l'Académie des sciences infirmières, qui sera avec nous cet après-midi sous réserve de sa disponibilité. Parce qu'elle a aussi d'autres engagements, mais on essayera de lui permettre d'intervenir un petit peu cet après-midi si elle le peut. Et on avait Madame Annick Billon, qui est sénatrice de Vendée, qui devait intervenir parce qu'elle est l'une des sénatrices du centre droit qui a déposé l'amendement pour la spécialité des infirmières de l'éducation nationale. C'était important pour nous de l'entendre. Vous savez que le SNICS est un syndicat apolitique et transpartisan, et c'est important aussi pour nous d'entendre les raisons pour lesquelles et les motivations qui ont amené cette sénatrice à déposer son amendement. Et pour tout vous dire, elle est retenue dans sa circonscription, elle n'arrivera que tard. D'ailleurs, c'est une de ses collègues qui défendra son amendement. Donc on excuse Madame Billon qui ne pourra pas intervenir cet après-midi. Et on terminera la journée avec Brice Castel, qui est le secrétaire général du syndicat des assistantes sociales de services scolaires, des assistants de services sociaux scolaires, qui, vous le connaissez, il est déjà intervenu à plusieurs reprises, mais les assises de la santé scolaire, ça ne touche pas que les infirmières de l'éducation nationale. Il y a aussi les assistantes sociales, les psychologues de l'éducation nationale et les enseignants qui sont impactés. Et du coup, on voudrait aussi permettre de ce webinaire d'entendre que vous puissiez entendre et partager les positions, les revendications de nos collègues assistantes sociales avec lequel on envisage des mobilisations pour peser dans ces débats et dans cette réforme, pour essayer d'en sortir par le haut et non par le bas, tel que c'était envisagé au départ. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathilde qui va vous présenter un historique. Un historique un petit peu de tout ce qui s'est passé pour en arriver donc aux assises de la santé scolaire qui arrivent donc déjà le prochain groupe de travail, donc comme l'a expliqué Safia, le 7 mai où on va avoir les annonces au niveau des OS, et puis parallèle, et puis après donc le 14 mai les annonces officielles et le lancement des assises de la santé scolaire.
Donc, tout a commencé, on va dire, donc en février 2020, avec la demande de la Cour des comptes qui a fait un rapport sur la médecine, sur les médecins et les personnels de santé scolaire. Donc, le SNICS-FSU a participé à ce rapport, il a été entendu, auditionné. Et bien sûr, il a soutenu et revendiqué l'importance de la place de l'infirmière de l'éducation nationale au sein des établissements scolaires pour répondre aux besoins des élèves. Mais malgré tout, malgré cet échange qui n'a malheureusement pas été beaucoup pris en compte par la Cour des comptes, 10 recommandations sont sorties de ce rapport au mois de mai 2020, dont 5 sont dangereuses pour nous. La première, ce serait de regrouper au sein d'un service de santé scolaire les médecins, les infirmières, les assistantes de service social et les psychologues de l'éducation nationale avec un service de pilotage dans les rectorats. Donc, sous la direction d'un inspecteur d'académie. L'autre point qui nous impacterait, ce serait de revoir le partage des tâches entre les médecins et les personnels infirmiers pour les visites médicales, que ce soit les visites médicales de la 6e année ou celles de seconde dans les établissements professionnels pour les travaux sur machines dangereuses. Le troisième point, pardon, ce serait d'articuler les dépistages obligatoires de la 6e année de l'enfant avec ceux réalisés par la médecine de ville. Et puis à l'avenir, de rentrer les informations dans le dossier médical partagé. Le 4e point qui nous concerne, c'est la concertation avec les collectivités territoriales pour la rénovation des centres médico-scolaires et de les doter d'un socle de moyens en personnel de secrétariat. Donc, concernant la rénovation des centres médico-scolaires, on voit bien que l'objectif est que donc, le service de santé scolaire se tienne dans ces centres et non plus que les infirmières soient présentes au sein des établissements avec une consultation infirmière libre et sans contrainte pour les élèves. Et puis, en dernier point, contractualiser au niveau académique des institutions avec les institutions partenaires telles que les ARS, collectivités territoriales, et des modes de collaboration avec les services de santé scolaire, ce qui ferait que les infirmières de l'éducation nationale auraient un rôle beaucoup plus sur la santé publique, avec les déterminants de santé, ce qui entraîne un impact donc sur nos missions où nous sommes là plutôt sur de la prévention primaire et non pas sur la pathologie de l'élève. Donc pour contrer et puis pour répondre au rapport de la Cour des comptes, le SNICS a œuvré de nombreuses façons. Donc tout d'abord par un communiqué de presse en mai 2020 intitulé Une Cour des comptes injuste, perfide et partisane et qui met en avant un rapport à charge pour les infirmières de l'éducation nationale. On voit que ce rapport de la Cour des comptes prône la transformation de la mission de la promotion de la santé à l'école. Et on voit surtout que ce rapport ne connaît pas et ne reconnaît pas les missions des infirmières de l'éducation nationale ni leur objectif. L'objectif des infirmières, le sens de recrutement et la réussite scolaire des élèves. On voit que dans ce rapport de la Cour des comptes, l'objectif est toujours la pathologie de l'élève, de prendre en charge les 10% d'élèves qui présentent des pathologies à l'école et on oublie tous les autres qui ne sont pas malades. On oublie tout le côté éducatif, le rôle éducatif de l'infirmière à l'école pour prévenir la pathologie. Il y a également eu un article dans le BBL 101 qui détaille tout ce qui ne va pas dans ce rapport de la Cour des comptes. Il y a également des données qui sont fausses et en disant qui est très centré en fait sur la visite médicale de la 6e année. Et c'est un rapport très médico-centré. Elle oublie la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, elle oublie la prise en compte des besoins de santé exprimés par les élèves. Elle oublie également la proximité au sein des établissements de l'infirmière scolaire.
Il oublie la participation des élèves et des parents également dans les projets éducatifs de santé, alors que ça les concerne en premier lieu. Et puis, toute l'intelligence collective de l'équipe éducative et pédagogique pluriprofessionnelle au sein des établissements scolaires. En septembre 2020, le SNICS a également envoyé des courriers dénonçant donc, tout ce que je viens de vous citer au Premier ministre et au ministre de l'Éducation nationale, qui était à cette époque Jean-Michel Blanquer. Lors de la conférence de presse de rentrée de la FSU, le SNICS a également dénoncé ce rapport de la Cour des comptes. Et puis en octobre 2020, le SNICS a été reçu au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, où de nouveau nous avons dénoncé ce rapport de la Cour des comptes et mis en avant tous les mandats du SNICS, donc, qui sont un recrutement massif d'infirmières de l'Éducation nationale, la valorisation de la consultation infirmière répondant aux besoins des élèves, une revalorisation salariale et bien sûr une formation statutaire de niveau master. Et ça, ces revendications-là, on l'a rappelé à chaque audience que nous avons pu avoir auprès des ministres, que vous verrez ultérieurement, vous verrez qu'on a été reçus très très régulièrement. Décembre 2020, la Cour des comptes a eu un impact, puisque la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gouraud, elle annonce par voie de presse la loi 4D qui comporte la décentralisation de la médecine scolaire. Suite à cet article de presse, le SNICS a très rapidement envoyé un courrier à la ministre pour dénoncer ce projet. Nous avons été reçus par la ministre qui nous a confirmé le projet de décentralisation de la santé en milieu scolaire vers les collectivités territoriales. Parallèlement, nous avons également, avec donc les assistantes sociales, les psychologues de l'éducation nationale, rédigé un document de 4 pages pour dénoncer les impacts qu'aurait la décentralisation. Une tribune dans Le Monde a également été rédigée, dont le titre « La décentralisation de la santé à l'école ne garantit ni l'amélioration des politiques de santé, ni celle de la réussite scolaire ». Nous avons également rédigé un communiqué de presse avec la FCPE, donc la Fédération des parents d'élèves, le SNICS et la FSU. Plus que jamais, la jeunesse a besoin d'être accueillie et écoutée, donc qui s'opposait à la décentralisation et appelait au contraire au renforcement massif de la consultation infirmière libre et gratuite dans les établissements scolaires. Et du coup, on est sorti un article dans la revue de la FCPE. Donc là, on a une petite diapo avec toutes les actions du SNICS qui ont été faites, mais également parallèlement pour répondre à nos mandats de revalorisation des grilles. Donc, on va détailler un petit peu tous ces aspects dans la suite. Donc, en 2021, nos actions continuent toujours contre la décentralisation. Une pétition a été et touche pas à mon infirmière. Elle a obtenu 67 000 signatures, donc quelque chose d'assez important, démontrant l'importance de la place et la reconnaissance, que ce soit des parents, des élèves, des équipes pédagogiques, de l'infirmière de l'éducation nationale, son rôle pour répondre aux besoins des élèves. 26 janvier 2021, une grande mobilisation pour l'éducation nationale a eu lieu. Par le biais de la FSU, les infirmières ont été mises en tête du cortège pour dénoncer et puis revendiquer la loi 4D, la loi de décentralisation de Madame Gouraud. Février 2021, le SNICS a de nouveau été reçu au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Nous les avons alertés à nouveau sur ce projet de loi, sur les impacts délétères qu'il pouvait avoir. De nouveau, un courrier commun avec la FSU et la FCPE, cette fois-ci envoyé au président de la République. Mars 2021, le SNICS a été auditionné par la Commission d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Initialement, le thème était la sédentarité des jeunes,
mais qui en réalité, nous avons été reçus sur la santé scolaire, l'avenir de la médecine scolaire et bien sûr le service scolaire. Par ce biais, nous avons fait une contribution avec toutes nos propositions et nos mandats. Puis, nouvelle lecture de la loi visant à améliorer le système de la santé par la confiance et la simplification au Sénat, qui demandait de nouveau un service de santé scolaire. Nous avons de nouveau envoyé des courriers à l'ensemble des sénateurs pour dénoncer cette demande. 11 mai 2021, de nouveau congrès extraordinaire des infirmières de l'éducation nationale qui, suite à la crise Covid, mais déjà auparavant, exprime une grande souffrance, exprime des conditions de travail difficiles et puis se sentent invisibles. Donc, congrès extraordinaire essentiel, pas invincible, qui va entraîner le 10 juin 2021 une mobilisation par la rue devant l'Assemblée nationale pour alerter le législateur sur les difficultés de notre corps qui est abandonné et malmené. Donc, cette mobilisation c'est pour aller contre la loi 4D, la loi RIST, la loi dite de confiance. Toutes ces lois, ces propositions de loi proposent un service de santé scolaire réunissant les professions et une externalisation des infirmières de l'éducation nationale des établissements scolaires. Suite à cette mobilisation, un communiqué de presse est sorti. 22 juin 2021, de nouveau une audience au ministère de l'Éducation nationale où nous avons porté l'ensemble des mandats de la profession. Et victoire du SNICS, recul du gouvernement sur la décentralisation de la santé scolaire. Mais en demi-teinte, puisque ultérieurement, un article va ressortir au Sénat réintroduction de l'article 41A, en fait, qui commande un rapport au gouvernement dans un délai de 6 mois. Pour la décentralisation de la santé scolaire, demande un rapport pour voir un petit peu l'état de la santé scolaire à l'éducation nationale. Suite à cette adoption de la loi, le SNICS a interpellé les députés, toujours pour la dénoncer. Congrès extraordinaire à l'appel du SNICS FSU, 3e épisode, injustice flagrante, épuisement professionnel, le 22 mars 2022. Et qui s'est suivi l'après-midi de mobilisation dans toutes les académies, principalement auprès des rectorats. Nous avons également présenté et communiqué à la presse les 10 propositions simples et réalistes capables d'agir concrètement sur la santé des jeunes aujourd'hui pour les adultes de demain, que nous avions co-signé avec les syndicats lycéens et puis la Fédération des parents d'élèves, la FCPE et la FSU. Ces 10 propositions ont également été envoyées aux candidats à l'élection présidentielle pour les alerter sur la santé des jeunes, les besoins des élèves. Et comment on pouvait également, en tant qu'infirmière de l'éducation nationale, améliorer la santé des élèves. C'est suivi une audience fédérale avec la FSU auprès du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui lui, pour le coup, était plus à l'écoute que son prédécesseur sur le thème de la santé mentale. Nous l'avons interpellé sur le problème de gouvernance de la santé à l'école, sur le dialogue social, notamment lien qui, à cette période, était en train de s'imposer contre l'avis des infirmières et surtout sans dialogue social. Le 28 juin, de nouveau un congrès extraordinaire du SNICS FSU, un autre lien est possible, dans lequel, suite à un questionnaire que nous avions fait, 90,8% des infirmières estimaient que la version de lien nuisait à leur qualité de travail. Comme vous l'avez toutes dit, chronophage ne correspond pas aux besoins des infirmières ni aux besoins des élèves pour remplir le dossier infirmier.
C'est suivi du coup une audience avec le directeur général de la Direction générale de l'enseignement scolaire. 8 juillet 2022, audience au cabinet du ministre de l'Éducation nationale où nous avons porté la souffrance et les conditions de travail, les salaires, compléments de traitement indiciaire, la formation, l'application de liens auprès du ministre. Mais aussi, on a également réabordé le problème de la décentralisation. Suite à l'adoption d'une motion d'expérimentation de la décentralisation en Gironde, en lien avec, pour renforcer l'action de la PMI. Donc des choses essayer de se mettre en place dans différents départements contre l'avis des infirmières. Un nouveau communiqué de presse, cette fois-ci en intersyndical avec le SNIES, a été écrit et c'était à l'initiative du SNIC FSU. Septembre 2022, donc nous avons renouvelé nos affiches accueil, écoute, soigne, conseil pour réaffirmer les missions des infirmières de l'éducation nationale. Ces affiches, vous avez pu les obtenir dans les différentes réunions d'information syndicale. Vous avez dû en recevoir quelques-unes aussi dans le dernier bulletin blanc que vous avez reçu récemment. Si vous en avez besoin encore, nous en avons encore quelques-unes au bureau et certainement que les secrétaires académiques doivent en avoir encore dans leurs affaires. Elles peuvent vous en fournir. Ah, alors attendez, je vais juste changer. Parce que là, du coup, on ne voit pas les photos. Excusez-moi. Mathilde, on ne t'entend pas. Mathilde, on ne t'entend pas. Mathilde, remets ton micro, s'il te plaît. C'est bon, j'ai vu, merci. Alors, suite à la loi de transformation de la fonction publique, tout ce qui est commission administrative paritaire, enfin, les élections professionnelles ont été modifiées. Les assistantes sociales et les infirmières se retrouvent sur une seule commission paritaire réunie. Donc, nous avons œuvré avec le SNUAS-FP pour pouvoir mobiliser toutes nos collègues. Et donc, suite à une participation à 63% de la profession infirmière assistante sociale, nous avons obtenu une représentativité de 54% et 67% des sièges ont été obtenus. On vous remercie toutes et tous de nous avoir fait confiance. Et par le biais de ces élections professionnelles, nous avons porté vos demandes, notamment tout ce qui est recrutement, revalorisation, reconnaissance et respect. Ça reste notre boussole, mais c'est surtout sans la décentralisation et ni la coordination médicale. Puis est sorti au Parlement, encore un rapport qui va à l'encontre des besoins des élèves et des souhaits de la profession. Rapport au Parlement sur le devenir de la médecine scolaire et sur la politique de santé scolaire, qui propose une refonte du socle des missions, de nouveau une structuration en service regroupant les personnels, et un positionnement au niveau des départements pour les articuler de nouveau avec la PMI. Sachant que la PMI est également en difficulté, c'est-à-dire qu'ils veulent réunir deux services qui sont en difficulté pour n'en faire qu'un seul qui, selon eux, fonctionnera mieux. En fait, ce qui est surtout en difficulté à l'éducation nationale, c'est surtout la médecine scolaire, les médecins scolaires qui
selon eux, ne sont pas suffisamment nombreux. Or, pour aboutir à leur mission, faire les visites de grandes sections de maternelle et les visites de seconde d'autorisation sur travaux sur machines dangereuses, nous avions calculé qu'ils étaient largement assez nombreux pour effectuer ces missions. Mais la problématique principale, c'est que c'est la couverture médicale en France n'est pas adaptée. Effectivement, dans certaines académies, il y a un, voire deux médecins, voire pas du tout. Et dans d'autres académies, je pense notamment à celle de Paris, l'ensemble des postes des médecins sont couverts. Donc, il y a quand même un souci de répartition des postes. 11 mai 2023, il y a la publication du rapport REDA. Donc, le rapport REDA, c'est le rapport qui avait été demandé suite à la loi 3DS, donc qui est arrivée finalement un an après. Donc, ça avait été confié par la Commission des finances de l'Assemblée nationale aux députés REDA. Le SNICS a été auditionné lors de la mission Flash. Et malheureusement, de nouveau, proposition de regrouper les infirmières, les médecins, les assistantes sociales et psychologues de l'éducation nationale dans des centres médico-scolaires avec un seul chef pour rationaliser les moyens. Donc, on voit bien qu'on est dans un processus de rationalisation des moyens et non pas de rendu du service public et de réponse aux besoins des élèves. Suite à ce rapport, le SNICS, en mai 2023, a rédigé un rapport sur le devenir de la santé à l'école, retraçant l'historique de la santé à l'école et des différents rapports également, ayant un esprit critique de ces rapports et faisant dans le dernier chapitre des propositions pour améliorer la santé à l'école et la santé des élèves. Ce rapport a été coécrit avec Gilles Devers, qui malheureusement est décédé récemment, avocat spécialisé en droit de la santé et reconnu internationalement. Ce rapport, dès qu'on rencontre que ce soit des députés, des sénateurs, des ministres, on le remet à tous nos interlocuteurs. Tous les derniers ministres l'ont reçu récemment. 23 mai 2023, donc là c'est la marche blanche intersyndicale que nous avons faite avec le SNICS et le SNIES. Marche blanche qui a été une très très belle mobilisation où grâce à cette marche blanche nous avons enfin gagné le CTI, les 49 points d'indice supplémentaires qui ont été annoncés lors du discours de politique générale de Gabriel Attal quand il est devenu Premier ministre, qui a annoncé donc le complément technicité indiciaire pour toutes les infirmières à partir du 1er mai 2024, plus 800 € de prime qui correspondait en fait au CTI du 1er janvier donc au 1er mai pour les 4 mois où c'était pas possible de nous le faire directement en indiciaire. Puis est arrivé les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Donc, ça a débuté en fait en 2023. Le SNICS a participé à une table ronde organisée au ministère de la Santé, mais un grand nombre de médecins étaient présents autour de cette table ronde, 12 médecins. Nous avons rappelé nos mandats, l'autonomie, l'émancipation des infirmières de l'éducation nationale, le maintien de l'accueil et de l'écoute des élèves pour quelque motif que ce soit, la création de 15 300 postes, avec un minima une infirmière dans chaque lycée et 2 s'il y a un internat, 2 infirmières par collège pour assurer à la fois le secteur et la permanence des soins, ce qui permettrait une complémentarité entre le premier et le second degré, et 3 infirmières dans le supérieur au niveau des universités. Donc ça, ce sont des postes à minima. Ce qui a été retenu en mai 2024, c'est ce qui est ressorti de ces assises. Donc c'est l'objectif dans l'objectif numéro 3, créer un nouveau service de santé des élèves
au bénéfice du bien-être des élèves, s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes de 2020. Donc, dans l'article, les assises de la pédiatrie ont très envie de revoir l'article 6 de la loi du 8 juillet 2013 et de remplacer la réussite scolaire par le bien-être des élèves dans le sens de recrutement des infirmières de l'éducation nationale. Ce qui change tout, en fait, si nous sommes là pour le bien-être des élèves, il n'est plus nécessaire que nous soyons au sein des établissements. Si nous sommes présents uniquement pour le bien-être des élèves, on peut intervenir ponctuellement le sens de recrutement de l'infirmière est complètement modifié. On perd tout l'aspect éducatif de nos missions. Donc avec de nouveau une coordination du médecin scolaire, une autorité hiérarchique des médecins scolaires. On voit les psychologues aussi qui seront recentrés sur leur mission seront recentrées sur la santé mentale des élèves, repérage, suivi léger, adressage. La santé mentale est pour nous l'affaire de tous, pas uniquement d'une profession. Nous sommes tous comment dire, nous sommes tous là pour écouter les élèves et essayer de les accompagner au mieux pour les orienter vers un professionnel qui sera plus expert. La proposition était de revaloriser aussi les 3 professions, un nouveau statut de fonction publique avec favoriser un exercice mixte et fluidifier le suivi de la santé de l'enfant. L'idée de l'exercice mixte, il va réapparaître plus tard et puis Gabriel Attal, lors d'un groupe de travail sur le harcèlement scolaire, avait déjà évoqué l'exercice mixte pour les infirmières de l'éducation nationale, pour qu'elles puissent à la fois travailler en libéral et à l'éducation nationale, mais bien sûr l'idée quand même qu'elles puissent travailler en libéral, c'est aussi que les libérales entrent dans les écoles et les établissements scolaires pour effectuer des missions des infirmières de l'éducation nationale. D'autres objectifs, des conventionnements locaux avec l'ensemble des professionnels de santé pour assurer le service de santé scolaire et tout ça sous l'autorité du médecin scolaire. Former les infirmières de la santé scolaire aux différents troubles du neurodéveloppement, y compris les psychologues. Donc là, on voit bien aussi que l'objectif est de demander aux psychologues de l'éducation nationale et des infirmières de réaliser des dépistages des troubles du neurodéveloppement, donc de voir l'ensemble des élèves participer au bilan des 6 ans. Donner l'accès à mon espace santé, et puis transférer au ministère de la Santé et de la Prévention les infirmières et les médecins de santé scolaire. Donc, on commence par une externalisation et on arrive par une décentralisation progressivement. Février 2024, avec la FSU, donc nous avons été reçus par la ministre de l'Éducation nationale, Madame Belloubet, avec qui nous avons de nouveau rappelé nos mandats, la création des postes, la formation statutaire, la revalorisation salariale. Parallèlement, le 20 mars 2024, au Sénat a été adoptée la loi visant l'expérimentation du transfert de la compétence médecine scolaire au département volontaire, donc la loi Gatel, dont vous parlait Safia tout à l'heure. Ce serait une expérimentation sur 5 ans dans les départements volontaires. Puis est sortie la feuille de route 2024-2030 pédiatrie et santé de l'enfant avec 4 axes et 16 objectifs. Nous sommes concernés principalement par l'axe 1, investir durablement dans la prévention auprès des parents, des enfants et des adolescents, et dont l'objectif numéro 4 est de transformer la santé scolaire pour améliorer les politiques de prévention, de nouveau revoir le socle des missions, renforcer la formation des médecins et infirmières sur les troubles du neurodéveloppement et favoriser l'exercice mixte pour
favoriser l'attractivité. Excusez-nous. Donc, mai 2024, Madame Belloubet annonce la mise en place d'un pilotage structuré au niveau des départements, avec la création d'un service de santé scolaire et la revue des missions. Donc, elle annonce les assises de la santé scolaire qui ont été demandées en fait par les assises de la santé et de la pédiatrie de l'enfant, de la santé de l'enfant pardon et de la pédiatrie. Et suite à ces annonces, nous avons fait une lettre ouverte à la ministre avec le SNIES pour dénoncer cette nouvelle structuration de la santé scolaire et la non-demande des infirmières de modifier leur mission. 9 juin 2024, nous avons été un petit entre guillemets sauvés par la dissolution de l'Assemblée nationale qui nous a permis de retarder ces assises de la santé scolaire. Bon, ça n'a pas été une période facile tout de même. Pendant cette période, nous avons quand même dû éviter la montée de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Et puis donc, pendant tout l'été, avec les Jeux olympiques, on est resté sur un stand-by au niveau politique. Et le 21 septembre 2024, Anne Genetet est nommée ministre de l'Éducation nationale. Lors de son discours de prise de poste, elle met en avant le bien-être des élèves et elle met en avant également sa profession de médecin. Donc, ce qui est inquiétant puisqu'on risque de se retrouver sur quelque chose d'assez médico-centré. Donc, on arrive à l'année 2024-2025 qui n'a pas été de tout repos et qui ne l'est pas finie. Donc, dès septembre 2024, nous avons réussi à obtenir des rendez-vous mensuels avec le bureau de la santé, avec Madame B et l'infirmière conseillère technique du ministère, Isabelle Clavagnier, avec également le SNIES, donc les deux syndicats majoritaires des infirmières de l'éducation nationale, représentatives. En octobre 2024, on a eu, grâce à la FSU toujours, une audience. Le SNICS a participé à l'audience fédérale avec le conseiller éducation de l'Élysée, dans laquelle nous avons de nouveau dénoncé les assises de la santé scolaire, l'externalisation, le service, toutes les options qui étaient envisagées. 14 novembre 2024, nous avons fait la formation syndicale La santé à l'école. Et puis, en parallèle, pendant toute cette période, nous avons également eu de nombreux entretiens avec des députés de tous bords pour mettre en avant le rôle primordial des infirmières de l'éducation nationale. Le 27 novembre 2024, premier groupe de travail qui annonce les assises de la santé scolaire qui doivent avoir lieu le 18 décembre 2024, sans dialogue social. Donc, très rapidement, ils ont déjà tout organisé. Toute la méthode est faite par la DGESCO et également en lien. Donc, la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, et la Direction générale des ressources humaines. Le SNICS a dénoncé lors de ce groupe de travail le fond. Les infirmières ne souhaitent pas une énième réforme, la rationalisation des moyens, l'absence de revalorisation salariale, mais également la forme de ces assises, l'absence d'évaluation et de diagnostic de la politique éducative, sociale et de santé, la précipitation, l'organisation de ces assises, la représentativité de ces assises qui aurait dû se tenir le 18 décembre avec une surreprésentation de l'administration et l'absence d'impulsion de la politique éducative, sociale et de santé.
J'ai déjà dit. Suite à ça, le 4 décembre, nous avons été sauvés de nouveau par la censure du gouvernement, entraînant un report des assises. Donc, il y a eu un petit temps, du coup, suite à la censure du gouvernement. Elisabeth Borne a été nommée le 23 décembre 2024 et janvier 2024, les annonces de la santé scolaire, des assises de la santé scolaire se font revoir. Madame Borne l'annonce à la fois au comité social d'administration du ministère de l'Éducation nationale et également au Sénat lors du projet de loi de finances, lorsque les sénateurs adoptent la création de 7 417 postes d'infirmières de l'éducation nationale. Le projet de loi de finances a été voté, enfin pas voté, a été proclamé par 49.3. Et du coup, la création des 7 417 postes n'a pu se faire. En janvier, vous avez pu assister à la consultation infirmière, remettant en avant l'importance de cette consultation libre pour quelque motif que ce soit, permettant de faciliter la réussite scolaire des élèves. Février 2025, nous avons de nouveau été reçus par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Borne, qui nous a confirmé la tenue des assises pour le mois d'avril. Nous avons donc dénoncé cette précipitation. Nous avons également été reçus par la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Madame Fathia Kelouachi, où nous avons de nouveau mis en avant la place des infirmières de l'éducation nationale. Non, je voulais pas. Oups, pardon. Ah, désolée, j'arrive pas. On va passer. Bon. Ok, bon, désolée. Voilà. Non, donc, nous avons été également reçus régulièrement dans les médias. Depuis le début, donc le 13 mars, nous avons de nouveau été reçus en groupe de travail par la Direction générale des ressources humaines, la Direction générale de l'enseignement scolaire pour les assises de la santé scolaire. Attends. Ouais, bon, après, voilà, après, on arrive au 13 mars, on arrive 30 avril, on a été reçu, c'était le groupe de travail des infirmières. Entre-temps, il y a eu également les groupes de travail des assistantes sociales, psychologues et médecins. On va y revenir après. Oui, on va revenir sur tout ça après, voilà. Et puis, donc aujourd'hui, le Congrès national extraordinaire du SNICS. Et puis tous les courriers que nous avons également adressés aux sénateurs, aux députés. En parallèle, donc, il y a la loi infirmière, mais ça, comme on va développer un petit peu plus cet après-midi. Et puis, donc, on a interpellé, voilà, on a été reçus par les médias suite au tragique événement de Nantes. Et donc, où Safia a été reçue sur BFM TV pour de nouveau mettre en avant la place des infirmières au cœur de la santé mentale et des besoins des élèves. Merci, merci Mathilde pour cet exercice difficile. Merci à tous pour votre écoute. L'idée de reprendre là, c'était non pas d'accumuler un tas de dates, mais c'est vraiment de vous montrer que ce dossier, on le porte depuis longtemps, on agit sur tous les fronts et l'importance de ce dossier-là dans un contexte de réforme, c'était de remettre en avant, comme on l'a fait sur la formation le 14 novembre qu'on a voulu faire, c'est remettre en avant l'importance et l'enjeu pour nous de la capacité de réponse aux besoins des élèves dans l'école, de la prise en compte de leurs besoins de santé par l'école et donc nécessairement, sans vouloir être corporatiste, de l'importance de la consultation infirmière libre à la demande dans ce contexte-là. Parce qu'on va voir, et on le verra encore tout à l'heure sur les propositions qui nous sont faites, mais
l'enjeu de cette réforme, c'est de dire non à la Cour des comptes, non, les infirmières sont importantes dans l'école et elles sont importantes auprès d'un public sain. C'est pas parce qu'il y a une pénurie de personnel et de personnel de santé et qu'il y a une difficulté de recrutement des médecins de l'éducation nationale, qu'il y a une difficulté par ailleurs de reconnaissance de nos pratiques et de recrutement, qu'il faut affaiblir la professionnalité des infirmières de l'éducation nationale pour essayer enfin, de faire un cache-meilleur, de pallier à la pénurie et aux défauts d'application des textes. Et au contraire, ce qu'on demande, nous, dans ces assises, dans cette réforme de la santé scolaire, c'est de réaffirmer l'importance de la santé à l'école, et non pas que la santé scolaire, et on verra un petit peu pourquoi, et l'importance justement de la place et du rôle de l'infirmière de l'éducation nationale dans cette politique, d'éviter, et vous le savez, de recréer un service d'experts en périphérie de l'école, mais bien de doter l'école, les établissements scolaires, de professionnels de santé formés, dûment formés d'ailleurs, en capacité de répondre aux besoins des élèves. Et si j'ai voulu rebondir sur cette diapositive, c'est que vous le voyez, et ça fait maintenant depuis 30 ans que le SNICS le porte, qui est important dans l'école, c'est vraiment cette consultation et malheureusement la situation à Nantes nous l'a rappelé, c'est la capacité qu'a l'école d'accueillir, d'écouter, de conseiller, de soigner, de toucher et d'orienter quand c'est nécessaire les élèves depuis l'école. Et ça, c'est le centre de recrutement des infirmières de l'éducation nationale. Et c'est ce pourquoi on est, et c'est ce qui a du sens, c'est qu'il y a tout un monde avant la maladie, et c'est là qu'on doit agir. On ne doit pas se contenter d'un service de santé qui détecte la maladie et qui se contente de prévention secondaire pour orienter en dehors de l'école. Mais l'école, elle a bien un rôle d'accompagnement, de développement du jeune, de prise en compte de sa santé. Et c'est ça qu'on réaffirme, nous, par notre consultation. C'est pour ça qu'on est sorti dans la rue à plusieurs reprises à l'appel du SNICS et de façon moteur depuis maintenant 30 ans. Et c'est de rappeler notre rôle et notre place dans l'école. Sans plus attendre et sans transition, parce que je l'ai vu connecté et je sais que son temps lui est compté, je vais, si Edmond m'entend et est présent, on va pouvoir... Oui, bonjour. Oui, on va pouvoir passer à ta présentation, Edmond. Alors voilà, Edmond Porras, c'est le secrétaire général adjoint du SNUPDEN, du syndicat des personnels de direction de la FSU. Et il a écrit un super article, voilà, dans le café pédagogique. Vous avez pu le voir, on vous l'avait transmis pour certaines. Et l'idée de faire intervenir Edmond, c'est de prendre un petit peu de recul avant de rentrer dans les propositions qui nous sont faites, que vous sera présentées par Violaine. C'est de prendre un petit peu de recul par le biais de ton intervention et que tu puisses un petit peu éclairer nos débats sur la façon dont toi, en tant que personnel de direction, et vous, en tant que syndicat, quelle vision vous avez de cette réforme et des autres réformes qui percutent l'école aujourd'hui? Oui, oui, merci pour ton invitation. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors, l'article reprend beaucoup de choses qui viennent d'être dites, hein. L'idée, c'était pas d'intervenir au titre des personnels de direction, mais sur une question qui concernait le système éducatif lui-même. Là, je vais plutôt axer ce que j'ai à vous dire sur le point de vue des personnels de direction, sur ce qui est en train de se profiler. Moi, j'ai bien retenu la présentation qui vient d'être faite sur l'idée qu'on veut réorienter les missions des infirmières scolaires sur une priorité qui serait qui serait définie comme le bien-être des élèves et plus la réussite scolaire. Donc là, ça nous intéresse, nous, comme pilote dans l'établissement d'une politique éducative. Et voilà, je voudrais insister là-dessus. Vous avez très bien montré que la solution qui est dans les cartons, en fait, hein, qui se profile déjà à l'avance, elle consiste
à, à s'orienter au niveau non pas des moyens, mais du pilotage. Et d'un pilotage qui n'est plus au niveau des établissements, mais qui passe au niveau des directions académiques. Pour le moment, d'après ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas participé au groupe de travail, aux différents groupes de travail, mais d'après ce que j'ai compris, pour le moment, les discussions avec les organisations syndicales se limitent à l'idée qu'on va organiser un service de la santé scolaire au niveau des SDEN. Mais là, on est finalement que dans les discussions entre ministères et syndicats. Lors des assises, il y aura d'autres interlocuteurs, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a une surreprésentation du politique, notamment des sénateurs, et on peut très bien passer de l'externalisation des personnels de santé à une départementalisation, à une décentralisation au niveau des départements, et aller encore plus loin avec effectivement ce que vous avez souligné tout à l'heure, à savoir que les infirmières passeraient sous l'autorité des médecins scolaires pour laquelle une expérimentation se fait au niveau des départements. Pourquoi pas? Puisque effectivement, vous insistez beaucoup sur le fait qu'on a une représentation médico-centrée du métier d'infirmière scolaire. Ça pourrait très bien, la logique pourrait très bien être celle-ci. Bon, en ce qui nous concerne, nous, comme personnel de direction, et en tout cas la vision qu'on en a, nous, au SNUPDEN, hein, sachant qu'on n'est pas le syndicat majoritaire et que je ne pense pas du tout que le SNPDN, syndicat majoritaire, ait la même analyse que nous. Je ne pense pas qu'il ait la même préoccupation. C'est cette question d'une sortie du pilotage de la politique de santé des établissements pour la faire passer au niveau des DSDEN. Il y a il y en a deux effets. D'une part, la flexibilisation, là je ne reviens pas, on peut très bien, voilà, comme on dit en médecine, il y a un phénomène de vicariance qui va se produire, c'est-à-dire que comme on a des missions des fonctions qui sont plus assurées, ben on va les remplacer par d'autres. Donc voilà, on peut très bien remplacer un personnel par un autre dans un service départementalisé. Et puis, voilà, pourquoi pas, vous serez peut-être d'autant plus exposé à devenir des auxiliaires de santé au service sous l'autorité de médecins scolaires, on peut très bien l'imaginer. Et pourquoi pas suppléer d'autres personnels de l'éducation nationale, voire en dehors de l'éducation nationale. Voilà, c'est pas tout à fait envisageable. Mais j'insisterai moi surtout sur le fait on est dans une logique de plus en plus descendante, puisque pour le moment, on peut concevoir que les infirmières scolaires, elles conduisent leur mission dans le cadre dans la construction, dans une construction concertée avec les équipes dans les établissements, où on a une autonomie de l'établissement sous l'autorité du chef d'établissement, dans laquelle on construit des priorités d'une politique éducative de l'établissement avec le concours des infirmières scolaires. Et là, on est plutôt sur un modèle descendant avec avec des missions qui seront confiées par les DAZEN. Moi, je voudrais beaucoup insister là-dessus, sur le fait de cette politique qui devient descendante et qui ne fait plus confiance aux acteurs. J'ai insisté dans l'article aussi sur voilà, quelque chose qui me semblait important, c'est-à-dire ce qui m'apparaît comme une forme de bricolage sur la politique qu'on peut avoir à l'égard de la santé mentale. C'est important de rappeler, enfin, voilà, il faut souligner cette importance de la question de la santé mentale, mais et on n'est pas les seuls à souligner cette importance, c'est-à-dire que le ministère le fait aussi. On a des chantres de la santé mentale, mais comment dire, qui ne déploient pas des moyens qui me semblent adéquats. Et je crois qu'il faut faire très attention à la façon dont la solution qui est trouvée pour le moment, qui est la mise en œuvre de la politique liée à la santé mentale par l'intermédiaire du protocole de santé mentale. Il me semble que la logique, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on externalise, on fragilise la présence des personnels de santé dans les établissements. Il y a un relâchement de la présence de ces personnels dans les établissements. Et il y a une solution donc, qui est toute trouvée pour leur suppléer, c'est-à-dire qu'on va mettre des profs ou des CPE à la place pour finalement accomplir une partie de leur mission.
Il semble que c'est un petit peu ça la solution par le protocole de santé mentale qui prend comme disposition principale que ces missions vont être, on va former des secouristes en santé mentale. Je crois qu'il y a un enjeu très important à insister sur la question de la formation. Parce que on va passer finalement d'une logique de collaboration entre des professionnels, avec des professionnalités qui sont construites, avec des gens qui sont formés et qui se forment au quotidien sur le terrain, à une logique de substitution des missions par des gens qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas des professionnels avec une professionnalité construite. D'où la question de la formation, c'est-à-dire que c'est assez facile. Vous voyez, on a un modèle qui est de plus en plus répandu, qui est celui de ce que j'appellerais une formation en modèle réduit. C'est-à-dire une formation qui est à la fois un modèle à la fois réduit et réducteur. Vous prenez l'exemple des formations du programme phare. On vous donne quelques heures de formation et puis vous veillez en les appliquer, en les appliquant plus ou moins aux aléas du contexte. OK. En didactique professionnelle, on appelle ça un modèle applicationniste. C'est le modèle des bonnes pratiques, comme la méthode de préoccupation partagée qui est présentée comme la méthode miracle. Eh ben, donc, voilà, on vous donne quelques heures de formation, puis vous l'appliquez au contexte. Voilà, le contexte est à peu près indifférent. Ça suppose donc une indifférence au contexte professionnel, au terrain de l'établissement. Hein, bon, voilà, quel que soit le terrain, vous allez pouvoir appliquer la méthode avec plus ou moins de... vous allez pouvoir l'appliquer sans trop de difficultés, avec quelques petites adaptations. Et vous voyez, c'est tout le contraire d'une professionnalité qui, elle, ne peut que se construire de façon située dans le contexte et qui se nourrit du contexte. Vous voyez? Donc, moi, je crois qu'il y a une très grande importance à insister sur la question de la formation. Là, on a quelque chose qui vient se substituer, on a des simili-formations, on a quelque chose qui vient se substituer à une vraie réflexion sur la formation de tous les personnels, infirmières comme personnel d'éducation, sur ces questions de la santé mentale au niveau de la formation initiale comme continuée, avec des formations qui pourraient être partagées, voilà, qui pourraient être communes. On n'est pas du tout dans ce modèle-là, dans ce qui nous est proposé, et je pense qu'il faut être très attentif à la façon dont on prend en compte, à la façon dont il y a une montée en puissance du discours sur les compétences psychosociales, ce qui est très bien, mais attention à la mise en œuvre. Parce que si ces compétences psychosociales font l'objet d'injonctions sur ce modèle applicationniste que je viens de décrire, on n'est pas du tout dans quelque chose de pertinent. C'est-à-dire que, par exemple, pour éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle, comment on peut se passer de la présence au quotidien de l'infirmière sur le terrain? Comment imaginer que la connaissance du terrain, du contexte ou du milieu est indifférente? Vous voyez? Donc, il y a un vrai besoin de la construction d'une construction professionnelle qui se fasse de façon située, avec une présence des personnels formés sur le terrain, et un besoin de construction d'un collectif. Et il faut qu'on ait dans les établissements des personnels de santé en nombre suffisant pour pouvoir travailler avec les équipes. Voilà, donc il s'agit enfin, voilà, l'idée c'est qu'il faut s'opposer à une logique de substitution des missions pour lui opposer une logique de collaboration des professions avec des professionnalités construites. Ensuite, il y a autre chose sur laquelle je vous rejoins complètement. Je l'ai développé dans l'article qui est paru dans le Café pédagogique, c'est les effets délétères d'une conception réductrice de la santé mentale, de la santé scolaire, de la santé scolaire en général, une approche médico-centrée de la santé à l'école. En fait, donc on est absolument d'accord sur le principe d'une spécificité du métier d'infirmière scolaire, qu'une infirmière scolaire, c'est pas un personnel médical, c'est pas un auxiliaire du médecin scolaire. Mais j'insiste aussi sur le fait que c'est en fait une solution de facilité que de médicaliser
les situations. C'est une façon d'occulter la relation éducative. La construction de l'identité d'un adolescent, l'expérience des difficultés relationnelles et affectives, ce n'est pas des choses qu'on peut traiter sur le modèle d'une pathologie qu'on va soigner. C'est quelque chose qui suppose un acte éducatif, c'est-à-dire encore une fois la présence d'un adulte qui est aussi un éducateur et qui apporte des outils de régulation. Voilà, donc et cette présence qui se construit avec les autres personnels de l'éducation nationale et elle est insubstituable. Donc, encore une fois, c'est l'importance de maintenir pour les personnels un lien avec les établissements sous l'autorité du chef d'établissement. Et c'est à la fois garantir la spécificité du statut des infirmières scolaires au regard de leur rôle dans la réussite éducative des élèves. Et donc, voilà, je pense qu'il est important de reconnaître ce rôle dans la promotion de la santé à l'école comme partie intégrante d'une dimension éducative qui doit impérativement être, comment dire, voilà, il ne faut pas perdre cette priorité éducative. Et je pense qu'on a une politique qui vide justement l'éducatif, qui vide la politique éducative de sa substance. Je reviens sur la question de la santé mentale. Si on a une approche seulement hygiéniste ou médico-centrée de la santé mentale, moi ça me fait un petit peu penser à ce que Yves Clos disait il y a quelques années sur la question des risques psychosociaux. Il y a une façon d'intervenir sur les problématiques de santé au travail qui consiste à traiter, à soigner le travailleur sans soigner le travail lui-même. C'est-à-dire d'apporter sans travailler sur des conditions de travail dégradées. Ben, on a un petit peu la même chose si on a une représentation très facile de la santé mentale en termes purement médical. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les problématiques de santé mentale du contexte d'un environnement éducatif qui est fortement dégradé. On ne peut pas séparer ces problématiques-là dans un contexte d'un établissement, des pratiques pédagogiques et éducatives qui ont cours ou du discours institutionnel. Voilà, et je pense que là encore, il y a quelque chose de peu pertinent à une approche qui vise tout simplement à adapter, encore une fois, à un contexte dégradé sans travailler sur le contexte et son amélioration. Et j'ai l'impression qu'au fond, les mêmes qui se font les chantres enfin ceux qui se font les chantres en ce moment de la santé mentale au niveau des décideurs, ce sont les mêmes qui sont responsables depuis 10 ans enfin d'avoir abîmé l'école et d'avoir fortement dégradé l'environnement scolaire que subissent nos élèves, que nos élèves subissent. Voilà, donc effectivement, on ne peut pas travailler sur cette question de la santé mentale sans mettre en question une école qui est de plus en plus construite comme une école de Parcoursup, comme une école de la compétition, comme une école du retour aux vraies notes, comme le retour d'une école de la performance, etc., etc. Puis une école en gros de la sélection, de la compétition, une école où le discours sécuritaire est de plus anxiogène. On ne peut pas séparer cette question. Vous voyez, c'est facile de dire la santé mentale, c'est une question d'ordre médical, c'est soigner une pathologie chez les élèves, voilà, mais sans se préoccuper de l'environnement éducatif, sans se préoccuper du fonctionnement et du système et du fonctionnement d'un établissement. Et donc voilà, l'idée c'était ça. Ce que je voulais apporter, je pense que c'est important aussi dans notre réflexion d'avoir ça en vue. C'est vider une politique éducative de sa substance. On médicalise, vous remarquerez, comme on militarise. Avec l'inflexion sécuritaire du discours politique sur l'école, on a le même type de démarche qui fait l'impasse sur la dimension éducative. Vous avez remarqué que les portiques prennent la place maintenant de l'action éducative.
Et aucune réflexion sur, voilà, on a un paradigme sécuritaire qui n'apporte rien ni à la ni à la sécurité affective, ni à la sécurisation dans les apprentissages de nos élèves. Vous voyez, encore une fois, des solutions simplistes sur ce modèle que vous appelez à juste titre médico-centré, effectivement. Et je pense que on a affaire à une politique qui manque d'ambition, autant dans le fait de refuser un réarmement des moyens que comment dire, que dans son projet politique, que dans son projet de politique éducative. Voilà. Et le dernier point, c'est que c'est une politique qui manifeste une forme de défiance à l'égard de l'autonomie des personnels. Sortir les personnels de santé des établissements, les remettre sous l'autorité d'un DAZEN, c'est installer de plus en plus tout le monde sous la contrainte d'un cadrage généralisé qui entend imposer les bonnes pratiques, qui entend formater les gestes professionnels et avec une inflation de la protocolisation des procédures. Or, il y a vraiment à défendre que les personnels ne peuvent pas être réduits à un rôle d'exécutant. Là, je parle comme personnel de direction, comme chef d'établissement. Je ne sais pas si dans votre profession vous le ressentez, mais les enseignants le vivent de plus en plus, nous aussi comme personnel d'encadrement. Le fait qu'on a l'impression d'être résumé à ce rôle d'exécutant et d'être au service d'une politique et d'une politique qui se réduit à des effets de communication. Là encore, je pense qu'il faut être vigilant sur la question, par exemple, la façon dont on traite la question du harcèlement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant une volonté de prendre en charge le harcèlement que d'une volonté de l'instrumentaliser parce que ça parle à l'opinion. Il y a la question politique, elle n'est plus du tout de savoir quel projet d'école on construit, mais quelle utilisation on peut faire de l'école. Et on ne peut pas être victime de ça. Donc l'intérêt, et donc moi je pense comme personnel de direction, moi je pense que l'intérêt de notre métier de personnel de direction, c'est de ne pas être comme les DAZEN, les relais de la communication d'un ministre, c'est au contraire de faire vivre des collectifs de travail en donnant aux acteurs de l'éducation et notamment au personnel de santé l'autonomie qui est nécessaire pour construire l'action éducative. Et donc, eh ben, les personnels infirmiers, dans ce sens-là, ce sont des professionnels qui sont indispensables aux côtés des équipes dans les établissements et qui sont des conseillers indispensables auprès des chefs d'établissement dont la mission première est de construire et d'animer une politique éducative. Voilà. Et donc, je voudrais conclure là-dessus, c'est une politique publique qui entend prendre sérieusement en compte la question de la promotion de la santé à l'école, eh ben, ne peut pas faire abstraction de ça. Merci. Merci beaucoup Edmond pour ta présentation. Je pense qu'il nous a vraiment à tous beaucoup parlé. Je pense que tu as vraiment raison dans ton approche où effectivement, et on l'avait déjà dénoncé, il y a une médicalisation de la santé à l'école, comme il y a une militarisation, je pense que tu l'as bien dit, des rapports. On considère l'école comme un outil non plus d'émancipation, mais de maintien en fait des masses. Et l'infirmière de l'éducation nationale, où pendant 80 ans, on a développé notre rôle d'éducation et d'émancipation du jeune, le fait qu'il soit acteur autonome de sa pensée, de sa personnalité, qu'il soit acteur de sa santé, tout ça, c'est en train de se perdre au profit, évidemment, du bien-être. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'utilisation de l'émotion et de l'opinion publique pour pour rabattre l'école. C'est-à-dire qu'on va utiliser un langage très favorable, on va dire on va mieux faire, on va améliorer les choses, on va mieux coopérer, mieux, tout est dans le mieux. Et quand on regarde la réalité concrète des choses, on dégrade ce que savait faire l'école de bien, on dégrade cette capacité qu'a l'infirmière à accueillir tous les jeunes, à lutter contre les inégalités, à être au service de la réussite scolaire, au service du jeune
et de son émancipation. Et au lieu de ça, effectivement, on rabat sa professionnalité, on lui donne des fonctions de substitution et on donne d'autres fonctions aux autres acteurs de l'école, mais effectivement sans formation. Et on renvoie le jeune et sa famille à cette notion de médicalisation de la difficulté. Et on l'a dit déjà, nous, il y a 30 ans, le SNICS avait fait un colloque qui s'appelait « La vie n'est pas une maladie », parce que oui, le développement d'un individu, c'est pas une longue ligne droite, et le renvoyer à une notion de bien-être par rapport à cette difficulté, c'est le renvoyer à la responsabilisation de son état par rapport à son vécu émotionnel dans un contexte fortement dégradé. Donc en fait, on responsabilise, mais plus que responsabilise, là du coup, on culpabilise les gens des difficultés qu'ils ont, et les jeunes notamment, et on renvoie une incapacité d'un vécu émotionnel, et c'est en ça qu'aujourd'hui c'est dangereux, alors que en 2015, la promotion de la santé à l'école, qui était l'affaire de tous, les textes qui n'ont pas été appliqués, eux, renvoyaient à un concept de la santé bien plus global et à la participation de tous les acteurs à cette politique qui doit favoriser la réussite scolaire, mais de tous les élèves, pas seulement de ceux qui travaillent et qui en veulent et qui sont capables, mais vraiment de se dire comment est-ce que l'école participe à répondre aux besoins de chacun. Et on voit que c'est ça qui est abandonné et que le sens du recrutement, et on le verra dans les propositions des infirmières, il est fragilisé parce qu'il y a vraiment cette pensée politique derrière. Et effectivement, il y a une défiance sur les personnels. Quand la Cour des comptes pointe les infirmières, au lieu de mettre en avant les 18 millions de consultations qu'on fait et qui sont quand même énormes, rappelons-le, on est 7700 devant élèves, tous les gens qui mettent le pied dans un établissement scolaire et vous, les chefs d'établissement, vous le voyez bien, je dirais même presque l'abnégation des infirmières, leur dévouement à leur tâche, qui passent d'un sujet à un autre, qui sont complètement sollicités et de partout et qui n'ont pas les moyens de faire. Et pourtant, la Cour des comptes, ou ce qu'on entend aujourd'hui sur les différents rapports, c'est de dire on pourrait mieux faire. On pourrait mieux faire en mettant des personnels qui seront en charge de coordonner l'activité des infirmières. Les infirmières, elles n'ont pas besoin d'être coordonnées, elles ont besoin qu'on leur donne le moyen et les formations nécessaires à la réponse aux besoins des élèves qu'elles ont en face d'elles. Elles le voient bien, on voit bien qu'on n'est plus en capacité, on voit bien que les jeunes ont des besoins qui se sont accrus, des besoins en soins infirmiers avant d'être des besoins d'orientation vers le système de santé, même si on ne le néglige pas, les élèves, ils ont besoin de soins, mais avant la maladie, il y a toute une vie, il y a tout un monde avant la maladie, et l'école, elle a un rôle fondamental là-dedans, et renvoyer l'école à un rôle de dépistage des pathologies sans penser à la conception dans laquelle, comment est-ce que l'école participe au développement de ces pathologies, ou alors sans penser à comment est-ce que l'école peut éviter le développement de ces pathologies, c'est pour nous un manque d'ambition politique. En tout cas, c'est une erreur politique, le point de vue qui est utilisé aujourd'hui. J'ai vu l'heure tourner, donc je ne sais pas s'il y a quelques questions qui ont émergé sur le chat. Et Edmond, si tu as encore le temps d'y répondre, c'est encore quelques minutes pour y répondre. Oui, oui. Oui. Je pense que je ne vois pas tout. Il y a une grosse réaction. Donc, je ne sais pas si Edmond, tu as repéré des questions dans le chat qui... Ah, je veux répondre à celle-là, j'en vois une là qui vient d'arriver, c'est Nantes, c'était dans le privé, il n'y a pas d'infirmière scolaire dans le privé. Oui, il n'y a pas d'infirmière scolaire dans le privé, mais l'Éducation nationale finance les établissements privés pour ce qu'on appelle les personnels annexes. Donc, c'est la responsabilité des établissements privés de ne pas avoir recruté d'infirmières pour assurer des missions. Ces missions d'accueil et d'écoute. Et puis, je ne sais pas, Edmond, si toi, tu as repéré... Je ne vois pas les messages, en fait. Ah, ça bloque ce truc. On a un chat. Ah oui, d'accord, parce que Moi, on n'arrive pas à voir les... Est-ce Moi, qu'il y a un j'ai administrateur qui voit les questions? Peut-être ceux qui ont ouvert la réunion? Parce que moi, c'était dans le chat, tu l'avais. Il n'y a pas trop de questions, beaucoup De remerciements. de remerciements et comme quoi, bah, effectivement, le discours
correspond tout à fait à ce que les collègues vivent, en fait. Mm. Il y a une question si est-ce qu'on a des informations sur l'expérimentation de la départementalisation? On y reviendra dans Voilà. les Et puis propositions. Ouais. des critiques aussi sur le protocole phare Ah. dans les établissements. Et après, beaucoup de messages de remerciements et beaucoup de collègues qui font la même analyse. Oui, oui, c'est important d'avoir un recul critique sur cette question du traitement du harcèlement à l'école, hein, qui prend une place centrale dès qu'il est question de travailler sur le climat scolaire. C'est le modèle du programme phare qui intervient. Et je pense que c'est difficile, hein, d'intervenir sur cette question sans passer pour quelqu'un qui ne se soucie pas des questions de harcèlement. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir une opposition construite enfin, à ces dispositifs qui sont pas forcément, enfin, à des dispositifs qui sont pas forcément pertinents, qui sont hyper descendants, qui interdisent toute autre forme de mise en œuvre sous le prétexte qu'il s'agit que la méthode de préoccupation partagée. Si vous avez lu le dernier livre de Barbieux, c'est très intéressant parce que vous voyez comment elle a été promue comme méthode miracle. Et puis, voilà, donc cette protocolisation généralisée qui fait souffrir bon nombre de personnels. Euh, voilà, je pense qu'il est important d'avoir un discours critique et construit à opposer à celui de l'institution. Mm. Sur le protocole santé mentale, on n'aura peut-être pas trop le temps d'y revenir aujourd'hui, mais on a regardé et c'est exactement la conception de ce qu'il ne faudrait pas faire. Évidemment, il faut sensibiliser les secouristes en santé mentale, sensibiliser les gens à la santé mentale, très bien. Mais là où le protocole santé mentale répond aux besoins, c'est-à-dire qu'on va solliciter un pôle ressources à la demande lorsqu'il y a un problème de santé mentale, donc par les secouristes en santé mentale dans l'école. Donc là encore, on responsabilise le collectif sans lui donner de professionnels en capacité d'agir et sur des pseudo-formations, on va responsabiliser le collectif de l'attention portée à l'autre sur la santé mentale. Et ensuite, on sollicite un pôle ressources indéfini qui doit décider de qui est disponible pour agir. Et c'est là où le bas blesse. Donc, on nous a dit qu'effectivement, ils allaient revoir ce protocole santé mentale, mais le pôle ressources décide de qui intervient. Donc, le pôle ressources, quels sont les moyens qui lui sont donnés, de qui il est composé exactement, et quelle est la professionnalité qui entend agir sans connaître individuellement la situation du jeune, puisque là, c'est un pôle ressources. Là, il faut le penser, là, on est à l'intérieur de l'établissement. Donc, vous connaissez les jeunes aujourd'hui. Quand vous serez un pôle de ressources à l'extérieur de l'établissement, vous êtes sollicité sur une situation pour intervenir sur la base d'une fiche que vous obtenez et donc vous devez décider en pôle. Donc, ce qui est plutôt positif, on va dire, en termes de qualité de travail, c'est on va du coup se concerter très, très régulièrement. Et on doit définir qui intervient. Mais sur ne serait-ce que la santé mentale, où le jeune n'est pas saucissonnable, où on a tous des missions et des champs de chevauchement, notamment la capacité de l'infirmière dans l'écoute, la relation d'aide, le soin relationnel, la capacité du psychologue de l'éducation nationale sur l'évaluation du développement et sur l'évaluation psychique du jeune, et le médecin qui a aussi une compétence dans ce domaine-là. Donc, qui, sur la base d'une fiche, interviendra en fonction de quelle professionnalité, quels critères et quels enjeux. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là où on a aujourd'hui une équipe dans l'école réunie autour de l'enfant, avec des professionnalités affirmées et une capacité, on reconnaît la capacité de chacun d'agir dans la limite de ses compétences professionnelles et d'en référer à la bonne personne au sein d'une équipe réunie autour de l'élève. Là, on est en train de créer une pseudo-équipe réunie donc autour du médecin, sans vraiment trop le dire, mais qui va
du coup, décider ensemble de qui, mais avec des moyens qu'on ne lui donne pas. Donc, vous voyez bien qu'on est sur une dégradation de la réponse apportée aux jeunes, alors que jusque-là, le relais en santé mentale, c'est l'infirmière affectée dans l'établissement qui évalue et qui oriente aux besoins dans l'école et en dehors de l'école. Et on ne dit pas la santé mentale des jeunes se dégrade, on va mettre plus d'infirmières et plus de psychologues à l'éducation nationale. Non, on dit on va regrouper les personnes et agir différemment avec le peu de moyens qu'on a pour essayer à peu près de couvrir le besoin. On ne couvre pas le besoin du jeune quand on fait ça, on couvre la responsabilité de l'institution au regard de la santé mentale des jeunes. On couvre la responsabilité des personnes responsables de notre institution, mais on ne répond pas avec efficacité aux besoins des jeunes. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Parce que la réponse à la santé mentale des jeunes, et les jeunes le disent, c'est la capacité qu'on a à les écouter, à les accueillir avant que ça devienne problématique et pathologique. Et c'est la capacité qu'on a à répondre à leurs besoins. Voilà, donc c'est vraiment cette conception de la santé scolaire, on va dire, contre laquelle on lutte, qui n'est que de renvoyer les difficultés du jeune dans l'école à une médicalisation. Et on l'a déjà nous écrit il y a plusieurs années maintenant. On vous l'a remis là dans notre présentation ici. On peut vous renvoyer sur cet article-là que vous trouverez sur notre site internet ou qu'on peut vous renvoyer également, qui est là, en marche vers une médicalisation de la santé à l'école. Et cet article SNICS, on vous l'avait déjà envoyé, on l'avait écrit en 2020, en décembre 2020. Par rapport au contexte de forte dégradation qu'on voyait déjà venir. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous trouverez aussi tous ces arguments qu'on va développer aujourd'hui, mais si vous voulez vous les approprier, on a fait ce rapport sur le devenir de la santé à l'école dans lequel on explicite réellement le sens de recrutement de l'infirmière, son importance dans l'école par rapport aux besoins des élèves. Ce que je voudrais encore, et puis je laisserai ensuite la parole à Violaine et à Violaine, oui, pour les préconisations qui nous sont faites. Mais ce que je voulais intervenir aussi, c'est qu'on voit que là, on a, je dirais pas des technocrates, mais presque, qui sont responsables d'un système, qui doivent agir avec le peu de moyens qu'on leur donne et qui font du bricolage. C'est exactement, j'ai vraiment apprécié le ton de ton article parce que c'est vraiment du bricolage. Ce qui se passe dans l'école, on va demander aux gens de bricoler par rapport aux grands enjeux de santé publique et de santé mentale ou de l'école tout simplement, qui font du bricolage avec la destruction du service public dans lequel ils travaillent et qui, du coup, sont pleins de bonnes intentions, on va dire, pour les personnels de la DGESCO, mais avec les moyens qu'on leur donne et leur conception à eux qu'ils ont de l'école, et qui voire profitent d'une vacance politique. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que depuis 2017, on ne lutte pas contre les ministres qui reconnaissent la place de l'infirmière, le rôle, on va le voir aussi dans la santé à l'école. On lutte contre les services administratifs et la conception qu'ils ont de la santé à l'école. Et c'est pour ça que depuis 2017, on lutte contre la DGESCO qui n'applique pas les textes qui ont été décidés ministériellement à l'issue de concertations pendant 2 ans et qui n'appliquent pas la politique éducative, sociale et de santé qui est l'affaire de tous. Et c'est vraiment ça, et cette vacance politique, là, cet enchaînement de ministres, elle permet aujourd'hui à un petit noyau dans l'administration de porter leur conception de la santé à l'école. Et c'est pour moi une véritable erreur parce que c'est vraiment délétère. Ça va détruire le peu de choses qui fonctionnaient encore dans l'école. Voilà, je vais laisser la parole à Violaine. Je vais te laisser ma place, ce sera peut-être plus simple. Et voilà. Et ensuite, on attendra Caroline Chevet qui voilà, nous expliquera, reviendra un petit peu. Merci beaucoup, Edmond. Merci à vous. Voilà.
C'est ça. Donc là, on va vous présenter les enjeux, enfin les propositions qui nous ont été présentées lors de ces assises. Donc, rappelez-vous l'historique de ce matin. On se situe dans un cadre où tous les rapports s'axent sur une politique médico-centrée, sur la visite médicale des 6 ans. On est après les assises de la pédiatrie qui nous sont délétères dans leurs propositions. Et on arrive dans des groupes de travail avec 4 axes pour réarmer la santé scolaire. Hein, c'est les propos d'Elisabeth Borne. Donc 4 axes qui sont gouvernance et pilotage, articulation des missions, simplification et amélioration des procédures et du suivi, et améliorer l'attractivité et revaloriser. On a eu un premier groupe de travail avec tous les 4 corps réunis, puis des groupes de travail par corps. Donc, on a eu le groupe infirmier il y a quelques 30 avril. 30 avril. Merci. Donc, ces 4 axes-là, on les a en tête justement avec ce prisme des différents rapports et des assises qui ne nous sont pas favorables. Donc, dans leurs propositions, une des premières propositions, et on en parle déjà depuis ce matin, c'est la création d'un pôle santé-bien-être des élèves au niveau départemental. Pourquoi ? Pour mieux piloter, pour avoir une stratégie départementale et avoir des orientations qui s'appliquent au terrain. Et on ne parle plus de réussite scolaire, on parle de politique de santé et de bien-être à tous les niveaux. Donc, on l'a dit, hein, c'est compliqué de s'opposer au bien-être, mais nous, ce qu'on fait, ce n'est pas seulement de la santé et du bien-être. On est là pour lutter contre les inégalités sociales et de santé et pour la réussite scolaire des élèves. Donc, ce que ce pôle, pour nous, veut dire, c'est le risque d'une inégalité territoriale, parce que ça ne s'applique plus sur une politique ministérielle qui découle ensuite au niveau académique, ensuite au niveau départemental et qui s'applique en fonction des besoins des élèves par établissement, mais bien quelque chose qui est départemental avec le risque d'avoir autant de politiques que par département. Donc de plus répondre aux besoins des ARS et pas celui de l'école comme on a pu le vivre pendant les années du Covid, qui n'était pas où on a oublié finalement les besoins, les post-Covid, où les élèves sont revenus, on a oublié un peu leurs besoins et la réussite scolaire pour être dans une politique un peu plus hygiéniste, même beaucoup plus hygiéniste et de santé. Donc voilà, pour nous, le gros risque, c'est vraiment cette différenciation entre la politique éducative, sociale et de santé et la santé scolaire, qui est quelque chose qui est du prisme du suivi de l'état de santé et puis de la réussite. Et tout ce qui est question de gouvernance, Safia l'a déjà abordé tout à l'heure sur les textes de 2015, les textes existent. Les textes ont mis des années à être mis en place. Il y a eu un dialogue social long pour aboutir au texte de 2015, qui, depuis 2017, souffre d'un manque d'impulsion. Alors, pour les remettre en tête, ces textes-là découlent d'une politique à tous les niveaux et à tous les échelons. Et ils prévoient notamment des cellules. Que chaque année, le ministère de l'Éducation nationale organise un recueil de données relatives à la politique mise en place, que cette politique soit évaluée et présentée chaque année. Choses qui n'ont pas été mises en place. Et il prévoit également de la formation je l'ai mis parce qu'on est quand même le 5 mai que la loi est actuellement au Sénat, mais voilà, proposer des dispositifs cohérents de formation entre tous les acteurs, chose qui n'est pas encore mise en place aujourd'hui. Donc ça, c'est une première petite étape de la politique qui est écrite, hein, c'est le texte de 2015, mais qui n'a pas été impulsée. Au niveau académique, donc la politique, c'est le recteur qui décline la politique éducative et qui en charge des priorités nationales et de les décliner dans le territoire. Dans ce texte-là, au niveau de la gouvernance, hein, le titre de la partie, c'est rénover la gouvernance. Il y a bien la création d'une cellule réunissant les conseillers techniques du recteur, médecin, infirmier, AS, qui est censé coordonner et piloté par un proviseur vie scolaire ou l'inspecteur académique. Ces cellules-là n'ont pas été mises en place, n'ont pas été évaluées non plus, et
Et c'est ça qui nous pose problème, c'est que dans ce texte, on a bien une mise en place d'une gouvernance et d'un pilotage, et là, ils reviennent en nous disant il faut renforcer la gouvernance et le pilotage, sauf qu'ils n'ont pas mis en place ce qui existe déjà dans les textes. Donc là, on a vu le niveau national et le niveau académique. Et au niveau départemental, on continue de décliner la politique avec également une cellule départementale, un CSC départemental mis en place et une coordination entre le niveau académique et départemental, avec toujours un bilan de l'action qui doit être présenté annuellement, qui nous ensuite, pour les infirmières en établissement, se décline dans le projet d'établissement en fonction des besoins de nos élèves. C'est vraiment une politique qui est à différents échelons. Il y a les priorités nationales, c'est évalué au niveau académique, départemental, puis établissement. Donc pour nous, cette gouvernance et le pilotage existent déjà dans le texte. Donc pourquoi, je vais revenir en arrière, pourquoi vouloir recréer ce pôle santé au niveau départemental pour mieux piloter alors que les choses n'ont pas été mises en place, sinon créer ce service de santé scolaire qui aurait des impacts directement sur la prise en charge des élèves et le sens de recrutement des infirmières. Deuxième point qui est mis, la création d'un poste de psychologue de l'éducation nationale, conseillère technique en santé mentale. C'est la précision, c'est que l'action des psys est mise en avant sur la santé mentale, est reconnue et représentée. Sauf que pour nous, la santé mentale n'est l'adage de personne. L'écoute, tout le monde peut écouter, c'est le monopole de personne. Les AS écoutent, les psy-UN, les infirmières écoutent, et la santé mentale doit être prise vraiment dans une forme holistique et pas seulement par un prisme d'un professionnel, mais bien travaillé. Et le rôle des infirmières d'éducation nationale en santé mentale doit être mis en avant. On est souvent les infirmières de premier recours, les élèves viennent nous parler parce qu'ils nous connaissent et que c'est comme ça qu'on arrive à les écouter au mieux et en tout cas à les faire se livrer. Voilà. Troisième proposition que nous font ces assises, c'est la rédaction d'une circulaire globale pour précision de l'action de chaque personnel sur les grands enjeux de santé et de bien-être partagés. Santé mentale, protection de l'enfance. Toujours, ils ne nous parlent pas de réussite scolaire. Ils sont axés sur le suivi de santé, la santé mentale, protection de l'enfance, mais en aucun cas le sens de recrutement de la réussite scolaire n'est remis en avant dans leur projet. Ils parlent de refonte des missions. Nous, on est contre cette refonte des missions. Nos missions, elles font partie de la politique éducative, sociale et de santé. Voilà, encore une fois, dans la lutte contre les inégalités sociales et de santé et pour la réussite scolaire. Nos missions de 2015, elles ont été travaillées, ça a été un fruit d'un long dialogue social de plusieurs années où il y a eu des réelles avancées sur le rôle des infirmières d'éducation nationale. On a vu notre rôle se renforcer, la consultation être réaffirmée, avoir vraiment le rôle de conseillère en santé du chef d'établissement. Pour nous, ça serait un vrai recul, cette refonte des missions, surtout qu'elle est vue par le prisme uniquement de la santé hygiéniste, je veux dire suivi de santé sans l'accompagnement global de l'élève pour sa réussite scolaire. On voit aussi le prisme du recentrage uniquement sur le premier degré. En tout cas, dans ce qui nous présente, ça parle premier degré, visite médicale des 6 ans. On en reviendra, il y a un point spécifique sur ces visites médicales. Pour nous, ce n'est pas ne pas être sur le premier degré, c'est être mieux sur le premier degré. Et pour être mieux sur le premier degré, il faut des créations de postes. On ne peut pas continuer à avoir une infirmière pour 1800 élèves et faire du saupoudrage par école. Mathilde avait 23 écoles dans son ancien établissement. Ce n'est pas possible de travailler comme ça. Vous êtes toutes avec des secteurs très longs. Donc, c'est vraiment être mieux sur le premier degré.
Ils continuent à faire les consultations à la demande de l'équipe éducative, des parents ou des élèves, mais pas aller faire des visites de masse, des dépistages de masse qui finalement ne font ressortir que peu de choses pour les élèves. Donc voilà, il parle bien de refonte des missions, sans rentrer plus dans les détails, à part nous parler de visites médicales des 6 ans. Donc la visite médicale des 6 ans, donc on vous le rappelle, dans les différents rapports, il s'axait que sur cette visite médicale pour dire que la santé scolaire n'allait pas bien. Or, la santé scolaire n'est pas que la visite médicale, hein, comme l'a dit Safia tout à l'heure, nos 18 millions de consultations n'ont jamais été prises en compte dans ces différents rapports. Donc là, ce qu'il nous propose, c'est que après une analyse conjointe, les élèves soient orientés vers le personnel ressources adaptées. Donc, c'est faire une réunion des différents corps pour regarder ce qui a été vu avant à la PMI, les différences, voilà, étudier le carnet de santé, voir les anciennes visites médicales et décider quel personnel ressources, donc qui, de l'infirmière, de l'assistante sociale, de la psy-EN, la psychologue de l'éducation nationale ou du médecin verrait l'élève. Alors pour nous, déjà, c'est un non-sens complet parce qu'on enlève le droit à tous les enfants d'avoir une visite médicale. C'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, hein, c'est dans la santé publique. Ils ont droit à une visite médicale à 6 ans. Pour nous, déjà, ça, c'est inadmissible. Le droit de l'enfant à avoir une visite médicale doit être respecté. On n'est pas médecin, on n'est pas les spécialistes que eux sont. Il faut qu'ils puissent continuer à avoir des médecins. Le risque en plus qui est pressenti avec cette analyse conjointe, c'est que il faut quand même évaluer l'élève avant de pouvoir prendre une décision. Donc, qui va aller faire l'évaluation préliminaire avant de prendre cette décision? Voilà, les infirmières. Voilà, il y a un gros risque que la prévisite systématique soit faite par les infirmières au détriment des consultations, de l'éducation à la santé dans le premier degré. Voilà, c'est qu'on retourne vers des dépistages de masse. Voilà, donc nous, on demande vraiment que l'application de l'arrêté soit mise en place, sachant que dans les textes, il est bien précisé que cette visite médicale n'est pas forcément faite par les médecins de l'éducation nationale et qu'elle peut être faite par un généraliste. Donc on demande à ce que cette visite soit réalisée. On a notre dépistage des 12 ans, ils ont leur visite de dépistage infirmier à 12 ans, visite médicale à 6 ans. C'est le droit des élèves, il doit être respecté. On a oublié de vous dire que quand ils disent que la santé scolaire va mal, ils nous répondent qu'il y a une pénurie de médecins. Il n'y a pas d'autres critères annoncés pour dire que la santé scolaire va mal dans les groupes de travail. Ensuite, ils ont prévu de créer un livret éducatif de santé pour tracer les actions de prévention et de promotion. Bon, nous, on est pour ce parcours éducatif de santé qui s'intègre pleinement dans la politique éducative, sociale et de santé de l'élève. Le parcours éducatif de santé, c'est l'affaire de tous, comme l'éducation à la santé est l'affaire de tous dans l'école. Donc pourquoi pas, si ce livret éducatif permet d'impulser et de le mettre en place, tant mieux, mais que ça ne soit pas encore une tâche supplémentaire qui incombe uniquement aux infirmières de l'éducation nationale. Ensuite, ils nous ont parlé de la rédaction d'une circulaire avec mise à jour du protocole du BO des soins et des urgences qui date des années 2000. Ce BO qui nous permet de donner des médicaments, qui sécurise actuellement l'administration par les infirmières de médicaments d'usage courant. Je vous invite à aller revoir l'intervention de Gilles Devers lors du colloque du 22 mars 2022, qui est très intéressante et qui permet de refaire un point sur le cadre un peu législatif du BO. Donc, pour cette administration de médicaments, à savoir que lors du GT des médecins, cette administration par les infirmières a été remise en cause.
chose que pour nous, c'est inadmissible. On donne des médicaments depuis les années 2000. C'est une avancée pour la profession. Aujourd'hui, on commence à avoir la prescription dans les textes de loi infirmière. Ça sera un véritable recul de nous enlever ce droit. Et nous, le gros risque qui apparaît, c'est que déjà en début d'année, on avait réussi à freiner les groupes de travail pour mettre en place de nouveaux protocoles. Bon, déjà parce qu'on était encore sur les groupes de travail pour lien, où il y a encore beaucoup de travail pour que ça soit un véritable dossier infirmier, mais également parce que ce qui était sous-jacent dans ce nouveau protocole, nouveau BO, c'était la protocolisation de l'accès à l'infirmerie et de l'administration. Nous avait dit tout ne relève pas de l'infirmière en période d'épidémie. En gros, la vie scolaire pourra gérer. Non, les seuls capables de gérer, d'évaluer et d'accompagner les élèves en matière de santé, les seuls personnels de santé présents dans l'établissement, ce sont les infirmières. Donc pour nous, il est hors de question de protocoliser, comme on le voit déjà par phare, le plan santé mentale, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre comme protocole. Les venues à l'infirmerie, les consultations doivent continuer à être libres. On doit continuer à avoir la consultation pour quelque motif ce soit de nos élèves, parce que c'est grâce à ça que l'on peut repérer les réelles difficultés derrière et accompagner les élèves pour un retour en cours le plus précoce possible, et en tout cas pour favoriser au mieux sa réussite scolaire derrière. En plus de ça, refaire un protocole alors que celui-ci existe depuis longtemps et qu'il est sécurisé dans notre pratique, nous on est contre parce qu'on attend justement que cette circulaire soit encore plus consolidée par un article de loi que justement Gilles Devers explique beaucoup mieux que moi dans sa vidéo, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Donc on attend, on avait eu le soutien du précédent ministre des GESCO, je ne sais plus. Des GESCO. Les ministres. Et ministres, oui. Pour justement intégrer un article de loi qui permet de sécuriser et d'encadrer l'administration de médicaments d'usage courant aux infirmières. Donc on veut vraiment sécuriser et que ça soit implanté, plutôt que de refaire un BO trop vite et qui protocolise le fait qu'on donne des médicaments. Et il est hors de question que ça soit quelque chose qui soit signé par un médecin de l'éducation nationale pour qu'on puisse pouvoir donner des médicaments. Juste sur ce point, parce qu'il y a différents syndicats, et les collègues, elles sont un petit peu perdues. Ce BO, il a valeur d'arrêté parce qu'il est signé conjointement par 2 ministres. Il a été attaqué en Conseil d'État, il a été durci. Donc les infirmières, elles sont sécurisées sur la délivrance des médicaments dans le sens où elles ne peuvent pas être pénalisées ou avoir de peine ou être attaquées sur les médicaments qu'elles délivrent, ni sur les fautes qu'elles pourraient commettre dans le cadre professionnel. En revanche, nous, ce qu'on veut, c'est inscrire cette capacité dans la loi pour qu'on reconnaisse sans protocole et qu'on l'inscrive dans la loi, la capacité d'une infirmière à délivrer un médicament d'usage courant à un élève. Et la proposition de la DGESCO est de revenir au fait que les médecins scolaires peuvent signer des documents pour que les infirmières aient les médicaments et que les médecins scolaires peuvent faire des protocoles. Les protocoles de coopération, c'est une délégation de tâches. Ce n'est pas la reconnaissance de la capacité professionnelle. Donc nous, on ne veut pas retourner en arrière. Même s'il y a quelques médicaments obsolètes qu'il faudrait changer ou quoi que ce soit. Nous, on a un engagement d'un ministre, il y a une continuité de l'État, que les infirmières, elles en ont la capacité, que c'est important dans l'école et qu'on va l'inscrire dans la loi. Donc on entrera dans des discussions sur le BO qu'à partir du moment où l'article de loi sera déposé. D'ailleurs, il avait été voté par l'unanimité des groupes parlementaires. Ça, c'est très important pour nous. Et donc, on refuse de retourner en arrière. On veut avancer et réaffirmer notre professionnalité sur ce point-là aussi. Alors qu'on a des avancées actuellement qui arrivent par les lois, avec notamment la proposition de loi infirmière, il serait inadmissible qu'à l'Éducation nationale, on recule. Mais Mathilde, tu peux peut-être... Mathilde qui a assisté
au groupe de travail avec les médecins de l'éducation nationale sur ces assises. Elle va juste vous donner un petit aperçu de la conception qu'ont nos collègues de la capacité de l'infirmière. Ah oui, ça a été quelque chose d'assez violent, moi je trouve, pour une infirmière de l'éducation nationale. Déjà, le début du groupe de travail a été très compliqué puisque la FSU, nous n'avons pas de syndicat de médecins et comme ces groupes de travail étaient ouverts à toutes les fédérations représentatives, donc la FSU en fait partie. Donc j'ai pu participer à ce groupe de travail. J'étais avec Brice Castel du SNUAS, les assistantes sociales, et puis il y avait également Elisabeth Alfaro du SNICS. Donc on était 3 à assister à ce groupe de travail. Donc s'ils avaient pu déjà nous éjecter de ce groupe de travail, ça les aurait bien arrangés. Donc il a fallu quand même, voilà, on les a laissés parler, évoquer, faire leurs déclarations et tout. On a enrobé les choses aussi, mis en valeur leurs compétences, leurs expertises, pour montrer qu'on n'était pas contre les médecins scolaires, bien au contraire, il y en a besoin, mais nous n'avons pas les mêmes missions. Ils sont présents pour les élèves qui présentent des pathologies, nous sommes présents pour tous les autres élèves, y compris ceux qui présentent des pathologies, mais notre travail est différent, il ne faut pas tout mélanger. Et puis quand est arrivé voilà, le sujet qui était également dans leur document de travail de l'administration des médicaments du BO des soins et des urgences, là, ça a été quelque chose de compliqué à entendre, puisque pour eux, il n'y a aucune urgence à ce qu'une infirmière puisse délivrer du Doliprane à des élèves, du paracétamol. Quel est l'intérêt qu'une infirmière puisse faire ça voilà, pour eux, ça avait aucun intérêt, en fait, clairement. Et pour eux, on n'est pas compétente pour délivrer ou prescrire des médicaments, et c'est pas une urgence actuellement qu'on puisse prescrire des médicaments. Donc à ce moment-là, donc Madame Bay du Bureau de la Santé a réexpliqué le protocole du BO des soins et des urgences. Enfin bon, ça a été un sketch quand même, c'était quelque chose à voir et à entendre. Et on sent bien que les infirmières, pour les médecins, ne sont utiles pour eux que pour faire tout ce qui est bilan biométrique, vue, poids, taille, audition. La vue a été quelque chose d'énormément demandé lors de cette audience, alors que, comme on vous a déjà expliqué lors des différentes formations, la vue, il y a des opticiens à tous les coins de rue. On peut très bien demander aux familles d'aller voir un opticien pour tester les vues avec du matériel moderne, technologique, autre que notre échelle de Snellen, avec une luminosité inadaptée, enfin bon, avec rien d'adapté pour dépister une vue. Donc voilà, on sent que l'idée des médecins, c'est de nous coordonner, d'avoir un ascendant sur les infirmières pour reporter les valises comme il y a 30 ans en arrière. Et enfin, le dernier point de leurs axes, c'était donc du coup l'attractivité et la revalorisation. Alors pour les infirmières, aucune revalorisation prévue. Ils le justifient par les différentes revalorisations que nous avons obtenues, pas qu'ils nous ont données, mais qu'on a bien arrachées par la rue. Il faut remettre aussi dans le contexte. On a arraché les revalorisations par la rue. Mais cependant, il reste quand même 600 €, on touche quand même 600 € de moins par mois que les agents au même niveau de responsabilité, malgré ces revalorisations. Donc, pour le moment, rien n'est prévu dans leur ligne à ce propos. Sur les mesures envisagées, donc ils voudraient autoriser la pratique mixte des infirmiers, créer une proposition de formation d'IPA pour certaines infirmières et non pour toutes, et renforcer l'attractivité en venant
Au niveau point de formation, ils ont donc la pratique mixte, l'évolution de carrière et notamment les IPA. Donc pour nous, assez peu de choses finalement. Donc nous, on demande toujours justement qu'on soit au même niveau de responsabilité, qu'on ait une vraie catégorie A au niveau de salaire. On défend la spécialité infirmière pour toutes les infirmières, donc la création, une formation de niveau 7, donc la création d'un master et d'une spécialité infirmière d'éducation nationale avec ce champ d'IPA. C'est pour ça c'est dans ce sens qu'on a déposé les amendements au Sénat dans le cadre de la loi infirmière. On y reviendra cet après-midi plus en détail, mais pour nous, c'est vraiment toutes les infirmières qui doivent être formées. Aujourd'hui, on n'a pas de formation statutaire, on arrive à l'éducation nationale. On a une formation d'adaptation à l'emploi très inégale en fonction des académies. Ça peut être 2 jours jusqu'à plus de 70. Enfin, voilà, c'est très inégal en fonction des académies. Nous, on demande vraiment à ce qu'on ait une formation statutaire pour toutes les infirmières, que cette spécialité soit reconnue et pour toutes, pas seulement pour que quelques infirmières puissent avoir un champ d'IPA. Voilà, on ne saurait même pas trop les positionner au sein de l'éducation.